Si alors. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux pour ce meet-up. Là, j'ai compté, vous êtes plus qu'une quarantaine. C'est plutôt un bon score, c'est super. Et donc je suis Olivier Poncet. Je vais vous parler ce soir d'Another World et d'architecture logicielle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu vidéo. Et d'ailleurs, merci beaucoup à l'organisation de Software Crafter Rennes de m'avoir invité encore une fois. Et à cette école aussi de nous offrir ce lieu. Parce que quoi de mieux qu'une école de jeux vidéo et de médias pour présenter ce type de sujet. Je trouve ça vraiment super. Donc je vais vous parler un petit peu de ce jeu mythique dans les 50 prochaines minutes. En espérant que je ne parle pas trop. Parce qu'il faudra m'arrêter sinon. Donc tout à l'heure, ceux qui se sont installés ont vu cette intro mythique du jeu. Je ne vais pas vous la dérouler, il y en a pour plus de 2 minutes. Je vais rentrer tout de suite dans le sujet. Et donc, Another World, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc Another World, déjà, c'est un jeu vidéo culte. Et je dirais même cultissime. Voici d'ailleurs son petit logo et la pochette du jeu. Ce jeu... très clairement, en quelques mots, raconte l'histoire d'un chercheur, d'un scientifique, Lester Shaikin, qui va dans son laboratoire un soir pour travailler sur son accélérateur de particules. Et c'est un soir où l'orage arrive, frappe son laboratoire et il est projeté dans un autre monde, une autre dimension, un monde parallèle, dans lequel il va tenter de s'évader. Donc, c'est vraiment déjà un jeu assez prenant d'un point de vue cinématographique. Et on s'y prend vraiment énormément. Il y a une vraie trame linéaire qui est à suivre et qui est assez intéressante. Mais déjà, en quelques mots, Another World, comme je disais, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un jeu d'aventure cinématique pour une expérience vraiment cinématographique. L'intro le montre, hein, et tout au long du jeu, vous êtes vraiment pris dans une histoire qui n'est pas une histoire, qui n'est pas un shoot'em up, hein, avec des petits vaisseaux pour aller détruire d'autres vaisseaux. Vous êtes vraiment dans une histoire où vous allez piloter un personnage sans notion de je gagne des vies, je perds des vies, etc. Donc on est vraiment quelque part projeté un peu comme dans un film, mais dans un film dont on est le héros. C'est un jeu qui a été imaginé, conçu et réalisé par Eric Chahi, une seule personne. Pour réaliser ce jeu. Alors je mets l'œuvre d'un seul homme quasiment, pour la simple et bonne raison, c'est que la seule chose qu'il n'a pas faite, c'est la musique. C'est son ami Jean-Michel Freitas, Jean-François Freitas, pardon, qui a travaillé sur la musique. Tout le reste, c'est lui qui l'a fait, c'est-à-dire les graphismes, les bruitages, le moteur de jeu, etc. C'est un jeu qui a été publié par Feu Delphine Software. Je pense que les plus anciens d'entre nous s'en souviennent probablement. Celles et ceux qui ont des cheveux blancs ou pas de cheveux comme moi s'en souviennent probablement. Donc Delphine Software, hein, qui était un éditeur de jeux vidéo de milieu des années 80, début des années 90, qui a disparu maintenant, mais qui a publié pas mal de pépites, dont Another World, mais pas mal d'autres. Et publié par Interplay aux États-Unis, et notamment pour les portages consoles. Voilà. Et c'est un jeu donc, qui a été commercialisé maintenant en novembre 1991. Mais alors, novembre 1991, mais pourquoi parler d'un jeu sorti en novembre 1991, c'est-à-dire il y a 35 ans? Déjà parce que j'étais là, c'était il y a globalement 3000 ans minimum. Mais vraiment, pourquoi parler de ce jeu? Alors, au-delà du fait qu'on se sent vieux, c'est parce que j'aime beaucoup les gros pixels, pour commencer. Celles et ceux qui me suivent notamment sur les réseaux sociaux m'ont vu porter un certain nombre de jeux, notamment Wasm. J'ai porté Doom, j'ai porté donc Another World, j'ai fait un certain nombre de choses. Donc j'aime beaucoup ça, mais pas que. J'aime beaucoup l'architecture logicielle et sur cette partie de jeu, il y a quand même beaucoup de choses à raconter en termes d'architecture logicielle et beaucoup de choses à découvrir. Et je pense que même les développeurs et développeuses modernes pourraient s'en inspirer. Et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, en novembre 1991, vous achetiez le jeu, qu'est-ce que vous aviez? Le package, c'est un petit exécutable. Alors, je parle de la version DOS, hein, mais il y a eu plusieurs versions, Amiga, Atari ST, mais globalement, vous allez retrouver la même chose. La version DOS, c'est un petit exécutable qui pèse seulement 24 kilooctets. Voilà. Celles et ceux qui ont une PlayStation 5, quand vous téléchargez vos jeux de 300 Go, vous voyez la différence. Donc, 24 kilooctets, le moteur du jeu. Des assets et des ressources. Donc, des assets et des ressources au sens large du terme, c'est-à-dire les images, les personnages, le son, tout ça, pèse en tout 1,2 mégaoctets.
Là, je parle bien des mégaoctets, pas des gigaoctets. Hein. Donc on ne se rend pas compte. Le tout tenant sur une seule disquette 1 méga 44. Les plus jeunes d'entre nous ne savent même plus ce qu'est une disquette. Donc rappelons-nous qu'à l'époque, la disquette 1 méga 44 double densité, c'était le média favori que l'on s'échangeait, d'ailleurs que l'on achetait dans des magazines souvent, hein, tous les mois, où il y avait des démos de jeux, etc. Puis quand vous achetiez une boîte de jeux, vous ouvriez, vous aviez une disquette, et puis après plus tard le CD-ROM. Et après plus tard, tout a été dématérialisé. En termes de technique, ce jeu, qu'est-ce qu'il apporte? Alors c'est un moteur graphique polygonal 2D. Déjà, pour l'époque, c'est quelque chose, je ne vais pas dire d'assez exceptionnel, mais d'assez avancé. Remettons-nous dans les contraintes de l'époque. C'est un jeu qui a été conçu à partir de la fin des années 80. Les machines étaient extrêmement peu puissantes. Gérer des vecteurs, et donc dessiner des vecteurs à l'écran, ça coûtait cher. Donc déjà, c'était, en termes de technique, une approche assez audacieuse. C'était audacieux aussi pour la simple et bonne raison, c'est que aujourd'hui on voit bien, on a des jeux qui sont photoréalistes avec la 3D, tout ça, etc. Mais à l'époque, publier une œuvre graphique à base de vecteurs 2D, c'était un parti pris quand même très fort en termes d'approche graphique. Mais le jeu a trouvé une patte graphique qui finalement vieillit pas si mal, et on le verra juste après. Donc moteur graphique polygonal 2D, donc pour déjà des belles animations, des séquences cinématiques, parce que le jeu est ponctué à plusieurs endroits de séquences cinématiques. Et faire ça à l'époque avec un moteur bitmap ou des vidéos, c'est impossible, notamment de faire tenir sur une disquette à méga 44. Donc les vecteurs étaient une façon plutôt élégante de pouvoir, je dirais, dynamiser le jeu et d'avoir de longues séquences d'animation, notamment l'introduction que je vous ai passée tout à l'heure, qui est fait intégralement avec le moteur polygonal du jeu. Un moteur sonore 4 pistes PCM. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même quelque chose. Le jeu, début du développement du jeu, 1989, les PC, les ordinateurs PC, IBM PC compatibles, ne faisaient que des bip bip au mieux avec leur haut-parleur interne. Et pour les plus fortunés d'entre nous, début des années 90, on avait une Super Sound Blaster qui permettait de cracher du son PCM à 22 kHz. Mais globalement, comme c'est un jeu qui a été conçu sur Amiga, je vais y revenir juste après, il a hérité un petit peu de cette architecture. Donc ça permettait donc de jouer des samples sur 4 pistes en parallèle et de la musique sur 4 pistes en parallèle, ce qui est quand même une belle performance. Et surtout, et je vais en parler après, une machine virtuelle qui permet de faire fonctionner ce jeu. Une machine virtuelle avec un bytecode pour les gouverner tous, globalement. Donc on a un ordinateur virtuel dans ce jeu vidéo qui permet de faire tourner ce jeu vidéo. Et ça, c'est vraiment la force de l'époque, d'avoir pu développer ce moteur et pour aboutir à un jeu qui soit jouable complètement et surtout ultra portable puisque ça en a nettement facilité le portage. Avant de rentrer vraiment dans les aspects techniques, je voudrais vous parler d'Éric Chahi, que je nomme ici le magicien parce que c'est un peu un magicien. Et donc Éric Chahi, je vais vous faire une petite bio express rapide. Donc Éric Chahi, qui c'est? Donc Éric Chahi, c'est un développeur, graphiste et game designer qui est né en 1967 à Hyères, donc dans l'Essonne. Et c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière au début des années 80. Tout d'abord, très très jeune, il a commencé vers 16-17 ans à travailler donc, sur des jeux vidéo. Il a commencé donc, dans les années, milieu des années 80, plus ou moins, et on peut considérer que c'est l'un des pionniers du jeu vidéo en France. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des rares qui a laissé vraiment une empreinte assez marquante dans le domaine vidéoludique en France. Il a commencé donc sa carrière en 1983 chez ASN Diffusion pour développer des jeux sur Auricatmos, sur lequel il a développé notamment Frog et Carnaval. Alors pour ceux qui ont eu un Auricatmos, vous avez probablement eu ces deux jeux. Ensuite, il a travaillé pour Loriciel, boîte extrêmement connue qui publiait beaucoup de logiciels, notamment pour les Amstrad CPC. Donc il était en charge de travailler sur des jeux Amstrad CPC, notamment Infernal Runner, qui est un jeu aussi assez cultissime. Pour ceux qui ont eu des Amstrad, vous vous en souvenez certainement. Et Infernal Runner, le Infernal, c'est pas pour rien. Et le jeu Le Pacte. En 86, il a rejoint l'entreprise Chip, sur laquelle il a travaillé sur Amiga et Atari ST. C'est là où il a vraiment commencé à exprimer un petit peu toute sa patte artistique, parce que c'est avant tout, avant d'être un développeur, c'était vraiment un artiste. Et il a travaillé donc sur les jeux Jeanne d'Arc et Voyage au centre de la Terre, qui étaient des jeux assez aboutis d'un point de vue artistique en termes de graphisme. Et puis il a intégré Delphine Software en 1989 pour travailler sur le jeu Les Voyageurs du Temps, qui était un des gros succès de Delphine Software fin des années 80, pour travailler donc avec Paul Cuisset, qui n'était autre que le cofondateur de Delphine Software.
qui lui aussi fait partie des légendes du jeu vidéo, ayant eu un impact assez fort. Et donc, fin des années 80, 1989, après avoir travaillé sur le jeu avec Paul Cuisset, il a cette petite musique en tête, cette petite idée de développer son jeu, et donc il commence à travailler sur Another World, sur lequel il va travailler seul, quasiment seul, pendant 2 ans. Donc jusqu'en novembre 1991, où il va le publier. Alors, pour créer ce jeu, imaginez-vous la tâche de titan de ce que c'est de créer un jeu. Alors aujourd'hui, mais déjà à l'époque, travailler seul, c'est quand même quelque chose. Eh bien, il a dû s'acoquiner d'un certain nombre d'outils. Et ces outils, il a vraiment misé à l'époque sur le top de l'époque. Ça, c'est une photo d'époque cultissime que j'ai réussi à récupérer, où on voit dans son bureau, chez lui, avec tout son matériel. Donc à l'époque, son ordinateur de travail, c'était un Amiga 500. Donc pour celles et ceux qui ont connu cette époque, ça rappelle quand même des souvenirs. Donc avec 1 mégaoctet de RAM et un disque dur de 20 mégaoctets. Donc ça, c'était vraiment sa machine de travail. Donc un Amiga, ça ressemble à ça, hein. Globalement, c'était une des machines multimédia vraiment les plus avancées de l'époque. Et clairement, je pense que ça a été un game changer dans le fait qu'il a réussi à aboutir à ce projet, puisque ça lui a permis d'aboutir très rapidement à ses créations d'outils et ses créations d'assets. Mais aussi un Genlock. Alors, peut-être que c'est un mot barbare pour quelques personnes, mais un Genlock, qu'est-ce que c'est? C'est juste bêtement un boîtier d'acquisition vidéo qui vous permet, à l'aide d'un caméscope, d'un magnétoscope, etc., de capter ce signal vidéo, de l'envoyer sur votre sortie moniteur et d'y superposer l'image de votre ordinateur, de l'Amiga. L'Amiga était une machine qui était très utilisée dans les années 80, notamment pour faire du titrage. Par exemple, les émissions genre Motus ou ce genre de choses, à la fin des émissions qu'on pouvait voir à la télé, souvent les titres, les sous-titres, les génériques, etc. étaient souvent faits avec un Amiga parce que c'était une machine extrêmement abordable et il y avait énormément de matériel à l'époque, comme des Genlock qui nous permettaient de s'interfacer avec. Donc un Genlock, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si c'est précisément ce modèle qu'il a utilisé, mais c'est globalement quelque chose comme ça. Donc vous avez votre entrée vidéo que vous mettez, votre moniteur, votre Amiga et quelque chose pour mixer un petit peu le tout. Et votre Amiga va venir en superposition, un peu comme avait un système de blue screen ou de green screen. Vous allez pouvoir éliminer un certain nombre de couleurs et donc pouvoir mettre en superposition la vidéo de votre Amiga par-dessus la vidéo que vous captez. Alors ça, il s'en est servi notamment pour capter un certain nombre d'animations de personnages. Et un outil extrêmement puissant, un magnétophone à cassette, pour capter des sons. Voilà, des sons quand il écrase quelque chose, quand il tape sur quelque chose, voilà, tous les sons qui ont été numérisés pour le jeu l'ont été faits avec un magnétophone qui ensuite ont été récupérés, numérisés dans l'Amiga et retraités. Donc magnétophone à cassette, rappelez-vous, c'était le top pour nous. Là, je vous ai parlé de la partie matérielle. De la partie logicielle, il n'existait rien, il a dû partir de zéro. Et donc c'était un pari pour lui de développer toute une suite d'outils qui lui permettrait d'aboutir à ce jeu. Parce qu'il avait déjà en tête cette histoire d'un moteur un peu générique qui lui permettrait d'exécuter son jeu, mais il fallait créer tout le tooling qui allait avec. Aujourd'hui, quand on travaille sur du jeu vidéo, vous allez travailler donc avec Unreal, avec Unity. Donc ce sont des sets d'outils qui vont vous apporter de quoi modéliser vos objets 3D, qui vont vous permettre de modéliser vos mondes, de pouvoir créer vos textures, etc. Aujourd'hui, c'est relativement accessible. À l'époque, il n'y avait rien, il a fallu créer tout ça. Donc, il a créé pour l'occasion un certain nombre d'outils. Voilà, je ne sais pas si la vidéo démarre. Voilà. Est-ce que ça démarre? Oui, c'est bon, ça tourne. Donc, il a créé un certain nombre d'outils sur son Amiga et il les a créés avec un langage qui s'appelle le GFA Basic. GFA Basic qui était simplement du basique, mais l'avantage c'est qu'il permettait d'avoir des fonctionnalités assez avancées pour un basique à l'époque, de créer des interfaces graphiques, de pouvoir dialoguer aussi un peu directement avec la machine. Donc il a créé tous les outils qui lui étaient nécessaires pour pouvoir créer ce jeu. Donc tout ça ce sont des choses que j'ai récupérées notamment entre autres sur YouTube parce qu'il a eu pas mal d'interviews, donc j'ai pu récupérer et vous monter un petit peu cette vidéo. Et donc tout ce que vous voyez là, ce sont les outils que Eric Chahi s'est développé pour gérer les animations, pour gérer les sons, pour gérer l'assemblage des objets qui étaient composés de plein de sous-objets, de polygones, pour modéliser tous ces polygones, pour gérer l'enchaînement des sons et aussi pour éditer, entre guillemets, le code source de tout ce qui allait tourner dans sa machine virtuelle.
Et juste pour terminer, il a utilisé, comme je disais tout à l'heure, de la rotoscopie pour les animations grâce au Genlock. Donc le Genlock qui lui permettait très simplement de pouvoir aller numériser un certain nombre de vidéos et de pouvoir dessiner par-dessus, voilà, avec des polygones. Voilà. Donc là, vous voyez, là, ce sont les vidéos sources. Donc il prend une vidéo source et avec le Genlock, on pouvait superposer l'interface de l'Amiga dessus et redessiner les polygones par-dessus pour pouvoir créer les animations et les objets. Alors de son propre aveu, ça n'a pas été un si formidable accélérateur que ça. Il a passé beaucoup de temps avec le Genlock, ça lui a fait gagner du temps, mais pas autant qu'il le pensait. Et puis, des peintures et des dessins, je le disais tout à l'heure, c'est un artiste. Donc quelqu'un qui a énormément travaillé dans le domaine artistique, la peinture notamment, donc toutes les illustrations de la boîte, les illustrations du manuel utilisateur, tous les dessins, toutes les images qui ont été faites, c'est lui qui les a faites. Donc par exemple, une esquisse pour le premier niveau du jeu qui s'est transformée en vecteur. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler technique. On va parler du moteur, du jeu, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors le moteur du jeu, je vais vous parler en termes d'architecture, c'est une architecture qui est globalement simple, vous n'allez pas tomber de votre fauteuil, mais assez efficace. Donc voici à peu près une vue très, très macro de l'architecture. Vous allez avoir donc, le moteur en tant que tel qui va entourer tout ça. La couche inférieure, c'est le hardware. Rappelez-vous qu'à l'époque, pas de système d'exploitation en tant que tel, hein, notamment vous étiez sous DOS ou sous Amiga OS ou Atari ST, c'est-à-dire que pour aller attaquer les fonctions de la machine pour pouvoir afficher quelque chose, il fallait taper directement dans le hardware. Donc vraiment, vous avez toute cette couche hardware avec une petite couche hardware abstraction layer qui va permettre au moteur d'aller afficher des choses ou d'aller jouer du son. Mais il dialogue directement avec le hardware. Et la partie moteur en tant que telle est composée de plusieurs sous-systèmes. Donc vous allez avoir la machine virtuelle qui est vraiment le chef d'orchestre de ce moteur de jeu. Un système de gestion des ressources. Donc par ressources, j'entends tout ce qui est asset, c'est-à-dire le bytecode qui va fonctionner dans la machine virtuelle, mais aussi les images, les sons, les animations, les vecteurs, etc. Et un sous-système vidéo qui va permettre donc d'aller afficher les vecteurs, afficher les images. Un sous-système audio, j'en parlais tout à l'heure, pour jouer les effets sonores et la musique. Alors des musiques, il n'y en a que 3 dans le jeu, il y en a très peu. La musique d'intro, et la musique de fin et une musique à peu près plus ou moins aux 2/3 du jeu. Et surtout les sons, il y a pas mal de bruitage. Donc le sous-système audio va essentiellement, la plupart du temps, gérer du son sur les 4 pistes dont je vous parlais tout à l'heure. Un sous-système d'entrée qui va souvent s'occuper d'une seule chose, c'est de lire les événements, soit sur le clavier de la machine si c'est un ordinateur ou le joystick, soit sur le gamepad pour les portages console. Donc c'est un sous-système de gestion très simple, hein, puisqu'il n'y a que quelques boutons à gérer, pas beaucoup plus. Et donc tout ça constitue finalement l'architecture grossièrement logicielle donc, de ce moteur. On va rentrer dans le détail. Avant de rentrer dans le moteur du jeu lui-même, je vais vous parler des ressources. Parce que les ressources, c'est la pierre angulaire. Le chef d'orchestre, c'est la machine virtuelle, mais c'est vraiment, le jeu est dirigé par les assets en tant que tel. Donc les ressources, donc je vais vous le présenter tout à l'heure, c'est ce grand bloc-là qui va communiquer donc avec l'AVM et tous les autres sous-systèmes. Les ressources, on va gérer en gros 7 types de ressources différentes. On va gérer les sons, les musiques, les images, les palettes de couleurs, parce qu'on n'est pas sur des machines avec des palettes RGB 32 bits ou tout ce que vous voulez, donc on est plutôt sur des machines avec un nombre limité de couleurs, le plus souvent 16 couleurs à l'écran, même si par exemple l'Amiga était capable d'aller en afficher 32 simultanément, mais il a pris le plus petit dénominateur commun pour que ça puisse fonctionner sur l'ensemble des machines visées. Les scripts, communément appelés le bytecode, donc c'est ce qui va tourner dans la machine virtuelle, les polygones des niveaux et les polygones communs, c'est-à-dire les polygones que vous pouvez retrouver, qui peuvent être réutilisés à plusieurs endroits pour plusieurs types d'objets ou plusieurs types de personnages. Donc toutes ces ressources en fait sont gérées par un système donc, de sous-gestion de ressources avec un fichier d'index. Donc c'est une sorte de base de données. Vous avez un fichier qui contient l'index de toutes les ressources et cet index va aller pointer vers 13 banques différentes. Donc toutes vos ressources sont réparties dans 13 fichiers différents
qui sont pilotés par cet index et donc qui va nous permettre de dire que la ressource qui a l'index 0, c'est un son et il est présent dans la bloc 1. L'index d'une palette, il est à l'index 0x1d, donc en hexadécimal, et il est dans la banque numéro 2, à tel offset, etc., etc. Donc ça, vous voyez, tout ce système de gestion de ressources, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour pouvoir vraiment driver le jeu et surtout que ce soit stocké et exploité de façon extrêmement efficace. Donc, une représentation, alors j'ai réimplémenté le jeu en C++, donc ça c'est très clairement une partie de ce qui sort de mon code, hein. Donc une ressource, c'est globalement un état. Est-ce que cette ressource, elle est chargée en mémoire? Est-ce qu'elle est déchargée ou est-ce qu'elle est demandée, par exemple? Vous avez le type de ressource, vous avez un certain nombre de champs qui sont inutilisés, mais qui sont utilisés sur certains portages, console notamment. Sur la version PC, ils sont inutilisés. On a le numéro de banque, je ne sais pas si vous voyez là, le numéro de banque ici, l'offset dans la banque, et on a deux champs super intéressants, qui est la taille compactée et la taille décompactée. Donc ce qui sous-entend que les données sont comprimées. Donc, je vous en parlais, donc l'état, le type, le bank ID, l'offset et packet size, unpacket size. Et les données donc sont compressées. Elles sont compressées avec un algorithme qui s'appelle ByteKiller. Ça c'est un super nom, on dirait un super film de science-fiction. L'algorithme ByteKiller. Alors ByteKiller, qu'est-ce que c'est? Je vais vous ouvrir une petite parenthèse. C'est super important. ByteKiller, c'est un algorithme qui est assez répandu sur la scène Amiga à l'époque. Sur la scène Amiga, on s'échangeait beaucoup de logiciels, beaucoup d'assets, etc. Et puis les disquettes sur Amiga, c'était pas Amiga 44, c'était 800 kilooctets, je crois. Donc il était assez commun qu'on puisse comprimer, et oui, en tout cas essayer de comprimer de façon très efficace. Donc c'est un algorithme qui a été créé par un certain nombre de personnes, donc qui était extrêmement répandu, donc qui servait à s'échanger des assets. C'est un algorithme qui est relativement efficace. Alors efficace en termes de taux de compression, on va dire pour l'époque, mais aussi surtout en termes de vitesse. Il est économe en mémoire. Ça c'est super important, que vous aviez des machines avec 256 kg de mémoire, 512 kg ou 1 mégaoctet de mémoire selon ce que vous aviez, le moindre octet compte. Donc ça c'est aussi ce qui a fait son succès. Très facile à implémenter. Je vais vous montrer du code après, ça tient en 2 pages de code, hein. Ça utilise un codage entropique fixe et non adaptatif. Alors sous ce terme barbare, ça veut dire qu'en fait on va utiliser un certain nombre de bits qui vont nous permettre de déterminer la taille de certains blocs et de pouvoir recopier certains blocs que l'on connaît déjà. Je schématise très rapidement. Ça utilise une fenêtre glissante. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur une fenêtre et essayer de travailler avec des motifs qu'on va essayer de comprimer dans le moins de bits possible et de dire ce motif-là, je l'ai déjà vu à tel offset de ma fenêtre, tu peux le réutiliser pour le recopier à tel endroit. Et ça, c'est assez intéressant, il fonctionne à rebours. Ce n'est pas un algorithme dans lequel vous allez comprimer et décomprimer du début vers la fin. Il va comprimer de la fin vers le début. Et c'est ça qui le rend super intéressant en termes de mémoire, parce qu'en termes de fonctionnement, vous avez juste à allouer un buffer. Vous prenez les données comprimées, vous les mettez au début de votre buffer, et ensuite vous décomprimez à partir de la fin. Comme ça. Et si vous faites bien les choses, les données comprimées, décomprimées, jamais ne se retrouvent. Et à la fin, au bout du bout, vous vous retrouvez avec vos données décompressées qui ont totalement remplacé vos données compressées. Donc l'avantage, c'est que ça ne nécessitait pas l'usage de 2 buffers, un buffer avec les données comprimées et un buffer avec les données décomprimées, mais un seul buffer dans lequel on faisait les deux. Ça, c'est super malin. Et donc, on se retrouve à la fin avec notre asset qui est totalement décomprimé. Donc, en termes d'implémentation technique, ça c'est encore du code que j'ai écrit, hein. Vous voyez, ça tient sur une page, hein. Ça, ByteKiller Unpack, ça c'est la méthode qui permet d'aller décompacter vos assets qui sont comprimés. Donc vous voyez, vous avez un codage entropique, c'est-à-dire on va essayer d'extraire un certain nombre de bits. Il y a des codes qui vont nous dire que le prochain morceau qu'on doit aller décomprimer, il est encodé sur 2 bits, sur 4 bits, sur X bits, etc. Et certains codes vont nous dire d'aller mettre une valeur à un endroit de la mémoire ou d'aller copier un bloc qu'on a déjà décomprimé et d'aller le recopier à un certain autre endroit de la mémoire. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est les fonctions annexes qui permettent d'aller chercher les prochains bits disponibles et de compter le nombre de bits et ensuite d'aller unpacker. Ça, c'est 2 fonctions à la fin. Unpacker soit des octets dans un certain nombre de bits, soit d'aller unpacker des octets qu'on a déjà décomprimés dans notre fenêtre glissante. Voilà. Hop.
J'appuie là, et voilà. Donc je referme un petit peu cette parenthèse, mais ça me semblait être intéressant de vous parler de cet algorithme parce que je trouve ça assez malin. Alors c'est pas Eric Schey qui l'a inventé, hein, ni Delphine Software, c'est vraiment des groupes qui étaient présents dans la scène Amiga, et donc un algorithme qui a été réutilisé pour énormément de produits commerciaux notamment. En termes de statistiques, les assets, parce que tout le monde aime les statistiques évidemment, on se rend compte que si on comptabilise le nombre d'assets, ça c'est mon moteur hein, qui a fait tous ces calculs, je ne les invente pas, donc on a 103 sons qui représentent 585 kilooctets paquets, presque 700 kilooctets des paquets, et on a un gain de 16% en taux de compression. Pour du son numérisé, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et c'est ça qui représente globalement, ça représente un total de 40% des assets. Donc j'ai fait toutes ces statistiques et au final on se rend compte que sur l'ensemble de tous les assets, si on comptabilise tout, on a donc presque 1 méga 2 d'octets comprimés, on a 1 méga 7 d'octets, 1 méga 7 de data décomprimée, ce qui représente un gain de 33% de taux de compression, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a économisé un tiers de l'espace disque pour pouvoir distribuer le jeu, ce qui est plutôt assez intéressant. Maintenant, je vais vous parler de la machine virtuelle. C'est vraiment le cœur du réacteur et c'est de loin la partie, je pense, la plus intéressante de l'architecture du jeu. Donc cette fameuse VM, hein, qui est tout en haut, puisque c'est le chef d'orchestre. En bref, cette VM, c'est une architecture de type Harvard. Donc ça veut dire que la mémoire de programme et la mémoire des données est séparée. Ce n'est pas comme nos architectures modernes, hein, où vos systèmes d'exploitation peuvent utiliser la mémoire de programme et la mémoire de données avec les mêmes pointeurs, etc. Là, c'est tout à fait séparé. Les données sont stockées en big endian. Donc les petits indiens, vous connaissez, little endian, big endian, les octets de poids fort d'abord ou les octets de poids faible d'abord. Donc là c'est en big endian, donc les octets de poids fort d'abord, pardon. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est plus facile à lire pour un humain quand on débug. Et c'est surtout que comme il a codé ça sur un Amiga, qui était basé sur un microprocesseur 68000, qui était lui-même big endian, c'était quand même beaucoup plus simple. La machine virtuelle, elle est capable d'exécuter en parallèle 64 threads. Elle dispose de 256 registres et d'une pile. Alors 64 threads, attention, c'est du multithreading coopératif. Ça veut dire que vous avez 64 threads en parallèle qui permettent donc d'exécuter des tâches. Et dès qu'un thread a fini de faire son travail, il donne la main au thread éligible suivant. Et donc, sur un cycle de machine virtuelle, va essayer d'exécuter les 64 threads, si bien sûr les threads sont chargés, les uns après les autres. Ils font leur travail, une fois qu'ils ont fini leur travail, ils passent la main au suivant, etc. Et à la fin du cycle, on affiche une image, on produit des sons et on recommence. On a donc 5 groupes d'instructions, 29 instructions de base et 219 opcodes. Alors, je vais vous présenter un petit peu tout ça de façon un petit peu graphique. Voici un peu comment se représente la machine virtuelle. Donc là, vous retrouvez vos 64 threads, vous pouvez compter, hein, 8 x 8, 64. Vous avez vos 256 registres. Alors les 256 registres, c'est 256 registres 16 bits. Et ces 256 registres 16 bits, c'est la seule mémoire dont le jeu a besoin pour faire fonctionner l'intégralité du jeu. Donc là, vous avez 512 octets qui permettent de faire tourner l'intégralité du jeu. Alors évidemment, avec des tricks, en fonction des niveaux, en fonction du bytecode qui a été écrit. Certains registres sont des variables qui sont réutilisées d'un tableau à l'autre, et d'un tableau à l'autre, certaines variables sont réutilisées pour autre chose. Voilà, mais c'est un parti pris qui est très fort, d'avoir une mémoire qui est très contenue. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet de pouvoir porter le jeu et de le faire fonctionner dans des architectures extrêmement contraintes, typiquement un microcontrôleur. Et vous retrouvez une pile d'appels à droite, parce que évidemment vous avez de quoi faire d'appeler des sous-fonctions. Donc qui dit sous-fonction, il faut stocker les adresses de retour. Donc vous avez une pile d'appels qui permet d'appeler au sein d'un thread une sous-fonction et de pouvoir en revenir. Un peu comme nos microprocesseurs modernes. Et donc ce bytecode, il est chargé dans les threads et puis il est exécuté comme ça. Donc là vous voyez en dessous les ressources. Dans les ressources, on va chercher le bytecode. Donc on a du bytecode pour chacun des niveaux. Et donc on va aller charger ce bytecode dans les threads et ensuite la machine virtuelle va jouer ça toute seule comme une grande. Les threads, le fonctionnement. Donc les threads, c'est le cerveau de la machine, hein, comme je vous l'expliquais. Donc une fois que le bytecode est chargé, il est chargé et le plus souvent, c'est le thread 0 qui est initialisé. C'est le thread 0, sa première chose qu'il va faire, c'est d'aller initialiser un certain nombre de threads. Par exemple, on va initialiser, si on regarde sur le thread 0, là, qui est tout à gauche, il va initialiser le thread numéro 2. Et il va initialiser le thread numéro 9, etc., etc. Et ensuite, il va exécuter son code, jusqu'à ce qu'il rencontre une instruction qui s'appelle yield. Dès qu'il rencontre l'instruction qui s'appelle yield, ça rend la main
donc entre guillemets à la VM, et la VM va chercher le thread suivant qui est éligible, celui qui est chargé, qui est dit actif. Donc là, par exemple, lorsque le thread 0 fait yield, il va aller chercher le thread numéro 2 parce que, par exemple, le thread numéro 1, on n'a rien chargé dedans. On n'a pas chargé de code. On ne lui a pas dit exécute du bytecode qui est à telle adresse de la mémoire. Donc il va aller charger, donc il va aller faire un yield et donner la main sur le thread 2 qui va exécuter son code, qui lui-même, au bout d'un moment, va appeler yield et donc passer la main au thread éligible suivant, etc., jusqu'au thread 63. Une fois qu'on est arrivé au thread 63, et que le thread 63 fait yield, on sort du système d'exécution de la VM, et là, on va le plus souvent générer une image, donc avec tous les polygones, et envoyer ça à l'écran, lire les entrées du clavier, mettre à jour un certain nombre de variables, je vais en parler juste après, et ensuite on repart pour un tour de boucle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est cadencé à une fréquence qui est globalement celle du jeu. Le jeu est capable de tourner à 25 images secondes. Il ne le fait pas dans toutes les phases du jeu. Parfois, il ralentit sa cadence de jeu, parfois il l'accélère. Donc il y a certaines phases de jeu où le jeu va tourner à 25 images secondes, parfois il va tourner à 12 images secondes, parfois il va tourner à 7 images secondes. Et en fait, tout ça, c'est le bytecode qui va décider à quelle fréquence il va rendre la main. Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous devez faire 50 images secondes, que vous avez beaucoup de polygones à l'écran, ça va engendrer beaucoup de calculs, et puis parfois pour une qualité d'animation qui ne sera pas forcément meilleure pour un objet qui va bouger de façon ponctuelle, par exemple. Voilà. Donc tout ça, en tout cas, la time base de la machine virtuelle, c'est 50 Hz. Et il va essayer donc de faire, d'afficher jusqu'à 25 images par seconde selon certaines phases du jeu. Et je vous parlais tout à l'heure des registres. Donc cette machine virtuelle, elle a sa partie exécution, j'en parlais avec les threads, mais elle a aussi donc sa mémoire de travail. Donc les fameux 256 registres 16 bits. Et donc ces 256 registres 16 bits, ce sont des registres à usage général. C'est la RAM de votre machine dans laquelle le jeu va pouvoir stocker des variables, par exemple la position d'un monstre, la position d'un ennemi, ou le fait qu'on est déjà passé par une salle ou pas, etc. Alors certaines de ces variables ont une signification particulière. Et je les ai notées là. Vous voyez, il y en a certaines là. Je ne sais pas, voilà, si je peux agrandir. Il y en a certaines. Là, par exemple, ici, à l'intersection, donc à la variable 45 hexa, en fait, cette variable permet de savoir si on est sur la version Another World, qui est distribuée en Europe, mais aux États-Unis, les États-Unis font toujours tout différemment, ils l'ont nommé Out of this World. Donc il y a un flag qui permet de dire est-ce que je suis en France, enfin en Europe ou aux États-Unis. Ici, vous avez un random seed, donc pour tout ce qui est génération de nombres aléatoires, qui est initialisé au lancement du jeu. Voilà. Là, vous avez une variable qui sert à la protection, ici une autre qui sert à la protection, encore une. Vous avez 4 variables qui servent à la protection du jeu, puisque le jeu est protégé. Donc il fallait rentrer, lorsqu'on lançait le jeu au début, un code. Il fallait prendre une petite roue en carton, on nous donnait un code, on faisait mapper dessus le code, et puis on sortait des symboles et on affichait les symboles. Donc ça permettait de voir est-ce qu'on n'avait pas essayé de déplomber le jeu. Donc pendant les phases du jeu, la machine virtuelle va vérifier, le bytecode va vérifier de façon très régulière, est-ce que les symboles qui ont été rentrés donc, dans les fameuses variables prot 1, 2, 3, 4, est-ce que ces variables correspondent bien à un code de protection connu. Et puis, vous avez cette variable ici, qui est la variable d'entrée. Comme je vous le disais, à chaque frame qu'on a envoyé, on va aller lire les entrées, donc du clavier ou du joystick, et puis on va les stocker sous la forme de bits ici, et de savoir est-ce qu'on a appuyé sur la touche pour aller en haut, en bas, à gauche, à droite, le bouton A, le bouton B, etc. Et puis, vous avez par exemple le fait de savoir sur quelle plateforme vous tournez, par exemple, est-ce que vous êtes sur DOS, sur Amiga, sur Atari ST, etc. Et ensuite, vous avez d'autres variables qui sont déduites de l'input ici, qui permettent d'avoir des valeurs plus facilement exploitables dans le bytecode du jeu. Par exemple, si vous allez en haut ou en bas, ça va vous faire +1, -1, par exemple. Vous savez si vous avez appuyé sur le bouton d'action, si vous avez appuyé sur la touche de saut, si vous allez à gauche ou à droite, etc. Donc, et le pause slice, là, le fameux pause slice, c'est cette variable qui permet à la synchro du jeu de dire est-ce qu'on tourne à 25 images secondes, est-ce qu'on tourne à 12 images secondes, etc. C'est lui qui va donner le tempo de la prochaine frame. Combien de temps on doit attendre entre deux frames, en vérité. Voilà. Donc tous ces registres, voilà, à part ceux-là qui ont vraiment une signification extrêmement particulière, tous les autres registres sont à usage général par la machine virtuelle du jeu. Et donc chaque niveau qui va être chargé de chaque bytecode va aller positionner dans ces registres certaines valeurs pour gérer les ennemis, les objets, savoir où on est, etc., etc. Donc le bytecode, je vous en parlais tout à l'heure. Alors le bytecode, chaque instruction peut avoir un ou plusieurs opcodes.
chaque opcode est codé sur strictement un octet. Chaque instruction ou chaque opcode peut avoir éventuellement des paramètres. Par exemple, une addition, il y a forcément des paramètres. Et le jeu d'instructions, ça c'est important, il n'est pas orthogonal. Alors l'orthogonalité du code, dans la théorie des microprocesseurs, c'est le fait de savoir, quel que soit l'endroit où on est dans la grille, on est capable de dire est-ce qu'on est en adressage direct, en adressage indirect, est-ce qu'on utilise un offset ou pas un offset, etc. C'est-à-dire que le jeu d'instructions, entre guillemets, est déterministe, c'est-à-dire qu'il va effectuer toujours, dans notre grille d'opcode, toujours les mêmes opérations, mais en fonction d'où on est, ça va nous dire est-ce qu'on utilise par exemple un saut direct ou un saut indirect, ou ce genre de choses. Le bytecode n'est absolument pas orthogonal. Il a été créé presque, entre guillemets, à la volée, et vous allez voir pourquoi. On a globalement 5 groupes d'instructions qui sont le load and store, donc charger un registre, décharger un registre, globalement, mettre une valeur ou aller lire sa valeur. Tout ce qui est arithmétique et logique, donc les additions, les soustractions par exemple. Les sauts et les appels, donc sauter à un endroit du code ou appeler une sous-fonction. La gestion des threads et la gestion des ressources. Et voici globalement la grille d'opcode. Donc la grille d'opcode, comme c'est, vous avez, chaque opcode est codé sur 8 bits, donc 256, ça fait 256 possibilités. Donc vous voyez qu'en fait, la plupart des opcodes sont plutôt dans le haut de la grille. Et vous voyez qu'il y a l'opcode qui est 7i, ça veut dire charger une valeur immédiate dans un registre. 7r, ça veut dire prendre la valeur d'un registre, la mettre dans un autre registre. Vous avez addr, additionner 2 registres ensemble. Vous avez ensuite addi, additionner un registre avec une valeur immédiate. Et là, il n'y a pas un truc qui vous choque, c'est 7i, 7r, addr, addi. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis dans le même sens? Il y a une raison à ça. Et la raison, c'est qu'en fait, il a mis les opcodes dans l'ordre de leur probabilité d'apparaître. Donc statistiquement, dans le code, dans le bytecode, vous avez plus de 7i que de 7r. Vous avez plus de 7r que de addr. Et en fait, quand on décompile l'implémentation initiale de la machine virtuelle de l'Amiga, on se rend compte qu'il n'a pas utilisé, donc l'implémentation qu'il a faite en assembleur, il n'a pas utilisé l'équivalent d'un switch case qui permettait d'avoir une table de saut et d'aller directement à l'exécution de son opcode, mais une suite de if. Et donc pour les opcodes les moins fréquents, il mettait plus de temps à s'exécuter puisqu'on passait est-ce que c'est 7i, est-ce que c'est 7r, est-ce que c'est addr, est-ce que c'est addi, etc., etc. Donc en fait, certains opcodes sont moins privilégiés. Par exemple, jouer de la musique, on n'en joue pas souvent, donc c'est l'opcode, c'est pas grave s'il est sur le dernier if, la dernière branche du if. Voilà. Et donc il a calculé la probabilité de certains opcodes, il a fait des statistiques et il les a rangés dans cet ordre-là. Et donc vous voyez que les opcodes à partir de là, jusqu'à toute la ligne 2, la ligne 3, c'est pas du tout implémenté. Ces opcodes ne sont pas implémentés, donc globalement, ils font rien. Et ensuite, vous avez des opcodes particuliers, poly 1 et poly 2, donc qui sont sur l'espace de 0x40 à 0x7f et de 0x80 à ff. Et ces opcodes permettent d'encoder le dessin des polygones. Ce sont des opcodes spéciaux qui permettent d'aller dessiner des polygones à l'écran. Alors on pourrait se dire c'est un énorme gâchis d'avoir le même opcode qui dessine des polygones. Eh bien en fait non, parce qu'en fonction de la position de l'opcode, on va récupérer un certain nombre de bits, par exemple 0x40, il y a un certain nombre de bits à 1 et un certain nombre de bits à 0. En fonction des nombres de bits, on va aller les décoder, ça va nous donner des paramètres. Donc c'est une façon de comprimer les paramètres qu'on va mettre dans l'opcode pour dessiner les polygones à l'écran. Je vais vous montrer ça, ça va vous paraître un petit peu plus clair juste après. Donc le load and store, je vous en parlais. Donc on a de quoi charger un registre avec un autre registre ou de charger un registre avec une valeur immédiate. L'arithmétique est logique, on a de quoi manipuler les bits et manipuler les nombres. Donc additionner un registre avec un autre, additionner un registre avec une valeur immédiate, soustraire un registre et une valeur immédiate, faire un ou inclusif, faire un décalage vers la gauche et faire un décalage vers la droite. Avec juste ces instructions-là, vous avez une machine complète de Turing. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez additionner, soustraire, multiplier, diviser, vous pouvez tout faire. Vous avez donc la gestion des sauts, donc vous pouvez sauter en termes de bytecode machine d'une adresse à une autre. Vous pouvez sauter à une adresse en fonction d'une condition. Vous pouvez sauter à une adresse en fonction d'une condition et d'une valeur immédiate, etc., etc. Et vous avez une instruction qui s'appelle DBRA,
qui simplement décrémente un registre et quand le registre arrive à 0, il saute à une adresse. Ça, c'est une instruction qui était directement intégrée dans le 68000 et donc il a répliqué puisqu'elle est extrêmement pratique. Vous avez le call pour appeler un sous-programme et le ret pour en revenir. Très classique. Et pour la partie des comparaisons, donc je vous parlais par exemple des sauts conditionnels. Les sauts conditionnels, en fonction des paramètres qu'on va donner, donc vous allez avoir l'opcode 0x0a qui veut dire qu'on va faire un conditional jump, on va sauter quelque part dans le code, et derrière on va avoir le variant, donc on va lire un octet qui va nous donner le variant, et en fonction des bits, on va dire est-ce qu'on compare une valeur d'un registre avec un autre registre, est-ce qu'on compare un registre avec une valeur immédiate, etc., etc. Donc ça va nous donner la variante, et ça va nous donner derrière qu'est-ce qu'on doit exécuter réellement dans la machine virtuelle comme type de comparaison. Donc c'est une façon assez élégante de comprimer le code le plus possible. Et les 3 derniers bits du variant vont nous dire quelle opération de comparaison on fait. Est-ce qu'on va faire une comparaison d'égalité, d'inégalité, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Et ensuite derrière, vous pouvez avoir un certain nombre d'arguments, c'est-à-dire le numéro du registre ou des registres que vous souhaitez comparer, ou le numéro du registre et la valeur immédiate avec laquelle vous souhaitez comparer. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et puis évidemment, en dernier paramètre, vous avez l'adresse, si le jump se fait, l'adresse à laquelle vous allez vous retrouver à la fin. Sur la gestion des threads, donc on peut démarrer un thread, on peut dire le thread numéro 1 démarre depuis telle adresse du code. Vous pouvez réinitialiser un thread, vous pouvez faire le yield, comme je vous ai dit, donner la main à un autre thread et arrêter un thread. À un moment donné, le thread n'a plus besoin de vivre, on lui dit halt, tout simplement. Et la gestion des ressources, vous avez de quoi charger une ressource, faire changer de palette. Donc c'est une opération qui s'appelle fade, changer de page graphique, je vais vous en parler juste après. Remplir une page, copier 2 pages graphiques entre elles, afficher une page, imprimer du texte à l'écran. Donc vous avez des chaînes de caractères dans le moteur qui sont référencées par un ID qui nous permettent d'être affichés à l'écran comme ça. Jouer un son, jouer une musique et puis dessiner des polygones. Ça, je vous en parlais. Et les polygones, ces fameux polygones, ceux qui représentaient la plus grande partie de l'espace des opcodes, voici comment ils sont encodés. Donc l'instruction poly 1, vous voyez qu'en fonction de son opcode, donc le bit le plus fort va être à 0, le deuxième bit le plus fort va être à 1, et ensuite derrière on a des paramètres, on va utiliser chaque paramètre, x, y et zoom, ce sont à chaque fois des paramètres encodés sur 2 bits, donc 4 valeurs possibles, qui vont nous permettre de dire est-ce qu'on effectue un zoom, et si oui, de quel facteur, comment on gère l'abscisse ou l'ordonnée d'où on va dessiner ce polygone, parce que ce polygone il est dans son propre espace, mais on peut le dessiner partout dans l'espace de l'écran. Donc ça va nous dire que, par exemple, on va chercher la coordonnée Y, soit dans une valeur immédiate, soit dans un registre. Un registre qui va nous dire, voilà, dessine ce polygone à tel endroit. Et derrière, on va avoir un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de définir à quel offset dans la mémoire dans laquelle est chargé le polygone, à quel offset il est précisément. Et ensuite, sa coordonnée X, sa coordonnée Y, qui est déduite en fonction du X contrôle et du Y contrôle qui est à gauche. Donc il y a un certain nombre d'opérations qui peuvent être effectuées dessus et donc qui nous permet d'avoir finalement des possibilités assez infinies de pouvoir afficher des polygones en tout petit, en grand, avec des facteurs de zoom, à des coordonnées particulières qui viennent soit d'un registre, soit d'une valeur immédiate, etc. Donc c'est un véritable moteur assez souple qui permet d'afficher des polygones. Donc ça, c'est la partie l'opcode le plus complet et le plus complexe pour afficher les polygones, et vous avez une version qui est beaucoup plus simple. Donc c'est les versions qui sont sur les bits qui sont de 0x80 à 0xff, donc où le premier bit est à 1 et ensuite on va déterminer l'offset du polygone dans la mémoire, où est-ce qu'il est présent, et ensuite on va avoir 2 paramètres x et y qui vont nous permettre de dire à quelles coordonnées graphiques on affiche le polygone. Vous voyez, vous avez un système d'affichage simple, donc qui est le plus répandu, on va dire, dans la grille d'opcode, et un système d'affichage avec plus de contrôle qui nous permettent de contrôler précisément comment on va afficher nos polygones. Voilà, je vous ai parlé de la machine virtuelle, maintenant je vais vous parler du sous-système vidéo. Alors le sous-système vidéo, c'est celui qui va nous permettre d'afficher des images à l'écran. C'est le deuxième système le plus important, on va dire, du jeu. Donc le sous-système vidéo, il est composé de 4 frame buffers. Il y a toujours un frame buffer qui est caché dans lequel on va dessiner, et une fois qu'on a fini de dessiner dedans, on va l'afficher. Et on a 4 frame buffer, pourquoi? Parce que
comme je vous ai dit, comme c'est un moteur polygonal, bah, en fait, tous les décors sont dessinés avec des polygones. Or, à l'époque, dessiner des polygones, ça coûte cher. Donc, s'il devait dessiner à chaque frame tous les polygones des décors et tous les polygones, par exemple, des personnages, ça coûterait extrêmement cher. Donc, il a pris le parti d'avoir une page, toujours, dans laquelle il va dessiner tous les polygones des décors. Il va la stocker dans cette page, et ensuite cette page, elle ne va plus bouger, il va l'utiliser à chaque tour de boucle pour aller la recopier dans la mémoire de travail, et juste de dessiner par-dessus les polygones des personnages. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a 4 pages. Donc on a la page, on va dire background 1 ou background 2, dans laquelle il va préparer ses arrière-plans, et ensuite 2 screens de travail, donc qui sont des, il va faire du double buffering, dans lequel il va copier background 1 ou background 2 dedans, et ensuite copier tous les objets mobiles dessus. Donc voici un petit peu comment ça se représente en interne, hein. Et je vais vous parler un petit peu des polygones, parce que depuis tout à l'heure je vous parle des polygones. Les polygones, c'est quand même un petit peu le nerf, le cœur central donc, du système de dessin. Donc les polygones sont en fait des objets, et ce sont des objets hiérarchiques. Donc vous pouvez avoir un ensemble de polygones qui contiennent en dessous un autre sous-ensemble de polygones, etc. Donc quand vous avez, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, la vidéo sur laquelle il y avait le pistolet est composé de plusieurs polygones et de plusieurs sous-objets qui sont des sous-objets hiérarchiques. On retrouve ça aussi beaucoup aujourd'hui dans les moteurs de jeu, hein, comme Unity, etc., etc. Vous pouvez avoir des objets hiérarchiques, et donc quand vous déplacez le parent, bah, ça déplace tous les enfants en même temps. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est déjà assez puissant pour l'époque, et donc tous ces polygones sont encodés de façon hiérarchique. Mais on peut aller afficher le polygone qui est tout en haut à gauche, et donc ça va afficher tous les polygones qui en découlent, ou on peut aller chercher le polygone, l'objet qui est ici, et donc afficher que les polygones qui sont en dessous. Donc il peut faire un peu de cherry picking dedans, et d'afficher soit tout un objet complet, soit un sous-objet. Et donc pour dessiner les polygones, il a abordé un algorithme qui est assez simple, qui est plus simple que l'algorithme, on va dire, naïf que l'on implémente en général pour dessiner des polygones. Donc prenez un polygone A, B, C, D, E, F. En fait, ce qu'il va faire, il va le mettre dans son espace de polygones. Donc chaque polygone est encodé avec ses coordonnées et une bounding box, qui permet donc d'aider au précalcul des collisions, notamment entre polygones. Et donc de savoir est-ce que le polygone il est dans l'écran ou hors de l'écran, par exemple. Et donc d'effectuer du clipping très rapidement. Donc chaque polygone est inscrit dans une bounding box qui a un centre et qui a une taille. Et ensuite, il va aller dupliquer chaque point. C'est-à-dire chaque sommet, il a un sommet qui est tout à fait en face. Donc en haut, le sommet A, son sommet qui est en face de lui, c'est A' qui est exactement à la même position. Le sommet F, en fait, il va mapper en face sur le segment qui est en face, le sommet F'. Donc il va découper le segment AB en AF', F''B, etc. Donc en fait, tous les polygones ont un nombre pair de sommets et qui sont tous, entre guillemets, à la même hauteur. Donc ce qui va permettre de simplifier nettement l'algorithme de rendu des polygones. Puisque ensuite il va remplir comme ça, de haut en bas, et donc de sommet en sommet. Voilà, comme ceci. Donc ça consomme un peu plus d'espace qu'un algorithme traditionnel de remplissage de polygones. Par contre, ça a l'avantage d'être extrêmement rapide à implémenter et extrêmement efficace, notamment sur des machines à faible performance. Et donc le pipeline de rendu, hein, c'est très simple, les scènes sont toujours rendues de l'arrière vers l'avant, l'algorithme du peintre, tout simplement. Donc il va dessiner les fonds d'écran, donc toutes les scènes, de l'arrière vers l'avant. Il va les mettre en cache dans un buffer, et ce cache, il est utilisé pour afficher les scènes systématiquement. Donc il va copier ce cache dans la page de travail, et sur lequel il va ensuite rendre les objets. Donc, ce qui permet de gagner énormément de temps. Une scène comme par exemple, je vous en montrer une juste après. Donc comme je vous le disais, c'est l'algorithme du peindre. Donc cette scène-là, là, vous voyez, c'est la première scène de l'intro. Là on voit, je vais vous montrer ça. Hop, regardez, la scène se construit. Donc il va dessiner tous les polygones. Il y a à peu près 700 polygones pour cette scène-là. Donc il va dessiner 700 polygones en quelques fractions de millisecondes, hein. Et ensuite il va mettre ça en cache, et ensuite il va utiliser pour copier, il va dessiner le véhicule qui fait son drift là, par-dessus, et il ne va dessiner ensuite que ça, ce qui permet d'économiser beaucoup de ressources. Il y a la gestion des palettes et des couleurs. La palette et les couleurs, chaque niveau dispose d'un groupe de palettes,
Et chaque groupe de palettes dispose de 2 sous-groupes. Donc en fait, une palette, il y a en tout 32 palettes de 16 couleurs qui sont encodées en RGB 444 en 12 bits. Pourquoi? Parce que l'Amiga codait ses couleurs en 12 bits. C'était très simple. Et il utilise donc 32 palettes aussi de 16 couleurs avec un index pour notamment les machines qui n'ont pas la capacité d'avoir du RGB. Donc on va retrouver tous ces groupes de palettes qui sont encodés comme ça. Voilà, donc là on va retrouver le premier sous-groupe avec donc les 4 premiers bits qui sont inutilisés et ensuite 4 bits pour faire du RVB. Et donc on va avoir une entrée pour, on va avoir donc 16 couleurs et 32 palettes. Et le deuxième sous-groupe, on va avoir un index avec des couleurs légèrement différentes qui vont permettre d'afficher différemment selon la machine de destination. Donc avoir un meilleur rendu. Ce qui fait qu'en image, lorsque vous êtes par exemple sur un PC de l'époque, hein, en mode MCGA 256 couleurs, vous avez ce rendu-là. Vous avez un rendu avec la palette, la deuxième sous-groupe de palette alternative qui est comme ça, vous voyez, qui est légèrement plus foncé, plus contrasté. Mais aussi, ça permet d'exploiter le mode VGA 16, qui était beaucoup plus limité en couleurs. Donc il avait une palette précalculée qui était spécifique au mode VGA 16 couleurs, ou le GA 16 couleurs, ou ça n'existait pas, le mode CGA. Ça, c'est moi qui ai créé cette palette spécifiquement pour mon ami d'ailleurs Sébastien Blanc, qui est très fan des anciens jeux rétro en CGA. Et donc, j'ai recréé une palette de couleurs CGA pour pouvoir afficher le jeu. Donc, en fait, quelles que soient les caractéristiques graphiques de votre machine, vous étiez capable d'afficher, en fonction de la puissance graphique de la machine, le jeu comme vous le souhaitiez. Et la transparence, il y a des petits tricks, parce que ça gère la transparence. Vous avez certains polygones qui ont besoin d'un effet de transparence. Et donc, il a trouvé un petit trick assez simple, c'est que si la couleur du polygone est égale à 16, eh bien, il va prendre la couleur du pixel, qui en général, souvent, ça va être une couleur qui va être de 0 à 7, et il va appliquer un OU inclusif de 8 dessus. Donc, ça va faire passer la couleur sur la partie supérieure des 16. Vous allez voir, de façon graphique, ça se représente facilement. Prenons cette scène-là. Là, c'est lorsque l'orage arrive pour frapper son laboratoire de recherche. Tout en bas, vous avez la palette de couleurs. Donc là, vous avez les 16 couleurs qui sont représentées. Dessus, on va afficher ce polygone qui est en vert, là. Et donc, c'est cette couleur qui est à 16. Donc normalement, la couleur, elle est de 0 à 15, hein, puisqu'on affiche que 15 couleurs. Mais la couleur étant à 16, donc on va essayer d'appliquer toutes les couleurs là qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va appliquer un OU inclusif, ce qui va avoir pour effet à faire descendre les numéros de couleurs de 8 vers le bas. Et donc, ça va nous permettre donc de décaler, de faire un fake d'un effet de transparence. Donc ça, c'est un trick qui est plutôt malin, parce que ça coûte extrêmement peu cher en langage machine à implémenter. C'est juste un OU inclusif, hein. Prenez un OU et vous faites un OU avec un 8. Et donc ça permet, si vous calculez très bien vos palettes, ce qui était le cas ici, ça vous permet de faire un faux effet de transparence qui est plutôt convaincant. Et vous avez un effet de masquage. C'est si le numéro de couleur de votre polygone est supérieur à 16, donc 17, 18, tout ça, etc. Il va aller chercher non pas la couleur, il ne va pas afficher la couleur du polygone lui-même, il va aller chercher la couleur du polygone dans une autre page, dans un autre buffer. Voilà. Donc alors, si la couleur est supérieure à 16, alors la couleur du pixel, ce sera la couleur du pixel d'une autre page. Je vais vous montrer ça, ce que ça donne. Prenons cette page-là. En haut, vous avez le personnage donc, qui est en train de rouler dans une galerie. Et donc, tout autour, on va afficher un polygone là. Et ce polygone va nous permettre d'aller chercher finalement les pixels qui sont dans une autre page, qui est le labyrinthe. Mais de n'afficher que cette partie-là dans la page active qu'on va envoyer à l'écran du joueur. Donc ça aussi, c'est un truc qui est assez simple, puisque ça permet d'aller afficher, par exemple, des formes un petit peu particulières, afficher des formes lumineuses dans un espace complètement sombre, par exemple. Voilà. Donc là, on va faire le compositing, on va chercher les pixels, et ensuite, on va afficher le personnage par-dessus. Et je vais terminer donc presque terminer avec le sous-système audio pour ambiancer le jeu. Donc là, c'est très simple, hein. Comme je vous le disais, on a 4 pistes PCM sur lesquelles on va prendre des samples qui souvent étaient samplés donc à 11 kHz, mais pas que.
et donc on pouvait jouer ces samples, on peut jouer ces samples à différentes fréquences, différentes vitesses. Donc ce qui va nous permettre de pouvoir jouer des instruments notamment, et de pouvoir jouer des sons à différentes fréquences. Donc avec un sample, on peut avoir des sons plus ou moins hauts, plus ou moins aigus, plus ou moins graves, et donc d'avoir des effets sonores pour pouvoir un peu ambiancer le jeu. Donc quelque part, hein, dans la machine virtuelle, à un moment donné, dans le code du jeu, on va dire « joue-moi tel son de tel ID sur tel canal ». Donc il va envoyer le son de tel ID, il va le charger dans le canal 0. Et puis un petit peu plus tard, quelques secondes après, il va peut-être envoyer un autre son avec un autre pitch et un autre volume dans le channel 2, etc. Et donc les sons vont se jouer en arrière-plan, comme ça, et donc ils vont être mixés en temps réel sur 4 canaux. Et donc c'est pareil pour la musique, hein. Donc en fait c'est typiquement la technologie de ce qu'on appelait à l'époque les trackers, donc, qui était très répandu sur la scène Amiga et aussi la scène Atari ST, et un peu plus tard sur la scène PC, donc qui permettait d'avoir des instruments samplés qu'on jouait sur 4 pistes, au début 4 pistes en parallèle, mixées en temps réel, et après, avec les machines de plus en plus puissantes, de jouer sur 8 pistes, 16 pistes, 32 pistes. Voilà. Donc ça, c'est typiquement, il a utilisé un tracker sur Amiga, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc on rentrait la hauteur des sons, des notes, et en lui associant un instrument. Voilà. Et tout ça était mixé en temps réel. Donc l'avantage de l'Amiga à l'époque, c'est que le mixage se faisait de façon hardware. Sur PC, ça se faisait de façon software. Et donc pour terminer, le sous-système d'entrée du jeu, c'est le plus simple. On va interagir avec la VM, on va lire les événements du clavier ou du joystick ou du joypad, et on va les populer un certain nombre de variables dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui sont lues par le moteur, le bytecode du jeu. Voilà. J'arrive au bout. Pour conclure, la big picture, à l'époque, c'est en gros Eric Chahi. Alors je rappelle qu'à l'époque, Eric Chahi, il a développé ce jeu, il avait 22 ans. Ce qui est quand même assez jeune. C'est une prouesse, hein, je trouve, pour arriver à produire un jeu et de cette qualité artistique et technique. Donc en gros, c'est j'ai une super idée, vas-y, fais-le quoi. Donc il s'est lancé, c'était un projet qui n'était pas forcément évident à réaliser, il y est arrivé du haut de sa vingtaine d'années, donc c'est à saluer. Et c'est d'autant plus à saluer que c'est un jeu qui est resté dans les mémoires, puisque les plus anciennes d'entre nous, on s'en souvient encore. Moi encore, 30 ans après, j'avais encore la musique dans la tête de l'introduction, et il a quand même vraiment marqué l'histoire du jeu vidéo. Et pourquoi parler de ça? Parce que en fait, il y a beaucoup à apprendre du passé. Voilà. Il y a beaucoup à découvrir, c'est-à-dire que dans les vieux jeux, on trouve aussi beaucoup de trucs là que je vous ai présentés ce soir, de choses, de trucs et astuces, utilisation de machines virtuelles, de tricks de programmation pour faire de la transparence, des choses comme ça, etc. Et aujourd'hui, on voit que dans le domaine de l'ingénierie moderne, on a des gigahertz qui tournent, des pétaoctets de mémoire, des choses comme ça, et on commence à moins s'intéresser à ces tricks qui peuvent apporter pourtant parfois une conception élégante de certains programmes et de certains jeux. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'adore les gros pixels, et puis bientôt il n'y en aura plus, parce que maintenant on a des super jeux qui sont d'une qualité graphique époustouflante, mais qui n'ont pas plus beaucoup d'âme. Voilà. Donc le jeu en vrai, qu'est-ce que ça donne? J'en ai fait une implémentation en C++ qui tourne donc avec du SDL, donc qui tourne sous Linux, et vous pouvez le compiler et le faire tourner sans aucun problème, mais il compile aussi en Wasm, donc vous pouvez le faire tourner dans votre navigateur. Je vais vous montrer ça très rapidement. Hop, j'ai préparé ça ici. Je vais juste... Et après, on pourra aller boire un verre. Ouais, c'est bon. Allez, donc je recompile le jeu et je le lance. Voilà. Donc ça c'est... Évidemment ça ne se lance pas sur le bon écran. Zou, c'était à prévoir. Voilà. Donc voici le jeu. Donc là c'est le jeu tel que j'ai implémenté le moteur, qui exécute le bytecode original du jeu. Voilà, donc là le jeu, le moteur va charger le bytecode, et ensuite mon implémentation de la machine virtuelle va exécuter ce bytecode comme on le faisait il y a 35 ans. Donc là vous avez l'introduction qui tourne comme il y a 35 ans, et évidemment vous pouvez y jouer. Alors celles et ceux qui ont joué à ce jeu, vous savez à quel point il peut être punitif, et on peut mourir en quelques secondes. Pour vous montrer par exemple, si je reste là bien tranquillement, vous allez vous souvenir que je vais me faire attraper par une sorte de poulpe géant à un moment donné. Hop,
Voilà, il arrive et hop, il m'attrape et il m'a noyé. Et zou. Ah là, il n'a pas voulu m'attraper. Voilà, je crois qu'il arrive là. Il a faim. Ah, même pas. Il veut pas. Bon, bah tant mieux. Hop, sinon, hop, on va aller partir à droite. Là, vous avez les petites bêtes là. Si vous vous faites piquer. Hop, j'arrive là, regardez. On va se faire piquer. Tac. Et on est mort. Donc ça, c'est vrai que pendant longtemps, on connaît les tricks et on recommence et on en parlait tout à l'heure. En fait, vous aviez un code du jeu qui permettait de revenir au niveau où vous étiez arrêté quand vous en aviez marre de mourir 150 fois. Voilà. Hop. On va partir par là. Je ne sais pas si on va y arriver. On va essayer comme ça. Hop. Ah ben non, je suis mort. Bon, bah c'est punitif. Hein. En plus là, c'est pas facile. Hein. Mais voilà. Donc voici donc le jeu tel qu'il tourne aujourd'hui. Alors je lui ai implémenté un certain nombre de choses. On peut changer le mode vidéo. Voilà, on peut ajouter des skylines, on peut ajouter un certain nombre de choses. Bref. Et pour terminer sur le dernier mot, et j'en ai fini. Voilà, il tourne aussi donc dans le navigateur web. Voilà, avec Amscripton. Et puis vous pouvez le retrouver sur mon site personnel. Et juste quelques références pour aller plus loin. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Quelques références. Donc, le site d'Eric Chahi, donc lui-même, sur lequel on trouve quelques informations historiques et techniques intéressantes. Le Grégory Montoire, son dépôt sur lequel c'est l'un des premiers qui a fait le reverse engineering de la machine virtuelle il y a plus de 25 ans de ça. Donc ça a été une très grande source d'inspiration. Je le salue au passage si un jour il me voit donner ce talk. Lui en plus il a réimplémenté non pas que la version DOS mais toutes les versions existantes. Donc il a pris toutes les versions existantes, il les a toutes analysées, il en a fait le reverse engineering. Dans le même état d'esprit, Fabien Sanglard, qui est assez connu aussi sur la scène du reverse engineering, il a écrit beaucoup d'articles et beaucoup de livres, notamment sur le moteur de Doom, sur le moteur de Wolfenstein 3D, il a écrit des bouquins sur les sujets. Il a fait une série d'articles sur Another World, sur sa conception. Je m'en suis aussi beaucoup inspiré et il avait pris le dépôt de Grégory Montoire pour en faire sa propre version. Et moi, je suis parti un peu des deux. J'ai regardé tout ça, j'ai analysé le jeu et j'en ai fait aussi ma propre version, parce que pourquoi pas. Voilà. Cesare Botana qui a fait une implémentation de la machine virtuelle en Rust, parce que pourquoi pas. Donc là, vous pouvez retrouver mon code sur GitHub, sur mes miroirs github.com et gitlab.com. C'est en open source évidemment. Vous pouvez y jouer en ligne là depuis sur mon site internet. Et juste, je termine pour moi un peu de personal branding. Vous pouvez me retrouver très rapidement sur tous les réseaux sociaux, X, Blue Sky, je Twitch normalement tous les lundis et sur YouTube. Je viens de passer 5000 abonnés. Ouais. Et puis à mon site internet, mes miroirs, Git, tout ça, je partage beaucoup de code, allez voir si ça vous intéresse. Et j'en ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, je pourrais prendre les questions en train de boire un verre. Oui. Ah, super. Les affres de la technique. Ici la voix. Ici la voix, c'est bon. J'avais une question. Il y avait 13 banques pour stocker les assets. Oui. Et la question c'est pourquoi couper en 13 ? Alors, c'est essentiellement pour des limites qui étaient liées à l'époque sur les machines sur lesquelles il développait, Amiga et Atari ST, où gérer des très gros fichiers c'était compliqué. Puisque c'était des fichiers en plus qui étaient stockés sur des médias, sur des disquettes assez lentes, etc. Donc ça permettait, je pense, une meilleure optimisation, un meilleur temps de réponse et une meilleure exploitation des temps de chargement du hardware, etc. C'est l'explication la plus valable que j'ai déduite. Mais techniquement, tu as raison, ça aurait pu tenir dans une seule banque d'un méga. Ouais, tu mentionnais qu'il y a une pile d'appels du coup pour les sous-fonctions. Oui.
Si j'ai bien compris, du coup, il n'y a pas de variables locales qui sont stockées dessus. C'est-à-dire que ça ressemble à quoi, du coup, la convention d'appel pour les fonctions? Alors, la convention d'appel, c'est juste, je stocke l'adresse de retour, c'est-à-dire j'appelle ma sous-fonction, donc je stocke l'adresse de retour, et donc ça a pour conséquence, on ne stocke pas effectivement en termes de convention d'appel, on ne stocke pas les variables locales, etc., puisqu'il n'utilise que des variables dans les 256 disponibles, donc il sait que dans la sous-fonction qu'il va appeler, il va exploiter telle ou telle variable, donc elles sont déjà entre guillemets positionnées à la bonne valeur, donc exit la récursivité, par exemple, pas de récursivité, et ça sous-entend que lorsqu'il a appelé une fonction, il ne peut pas faire un yield vers un autre thread. Il doit d'abord revenir de cette fonction avant de faire le yield. Ok. Et du coup, il y a une limite à la pile d'appel? Donc il y a une limite, la limite, je ne sais plus, je l'ai posée peut-être dans mon code à 64, mais en fait, je crois que ça doit monter à une dizaine d'appels imbriqués, mais pas beaucoup plus. Ça exécute le bytecode d'origine. Du coup, comment tu as géré la partie, les mesures anti-piratage? Ah, excellente question. Effectivement, dans le code, il y a une partie, lorsque j'exécute le bytecode d'origine, je sais précisément, parce que j'ai analysé le bytecode, je sais précisément à quelle adresse est le code de contrôle. Et donc, je vais spoofer ce code en lui mettant les valeurs qu'il attend. Voilà. Ouais, en fait, il y avait une sorte de roue en carton avec une partie mobile. Donc, en fait, il nous disait prenez les 2 ou 3 symboles affichés à l'écran, on mappait la roue dessus et ça nous donnait un code à rentrer dans l'ordinateur. Et donc, en fait, au moment où il me donne les symboles, peu importe les symboles qu'il me donne, en fait, je vais écrire aux adresses dans lesquelles il a les symboles à comparer vers les symboles de comparaison. Et en fait, je vais écrire les mêmes valeurs dedans pour les codes et donc le tromper. Voilà. Mais ça m'a bien embêté, hein. Oui, je voulais savoir, est-ce que le jeu a été écrit en bytecode directement ou est-ce que c'est dans un langage qui Il a a été été écrit compilé dans le bytecode directement. C'est une sorte d'assembleur, là, comme on voyait, setI, addI, addr, tout ça, etc. Donc, en fait, dans son interface GFA basique, il avait un éditeur de script donc, qui lui permettait d'écrire son code en assembleur, comme d'ailleurs à l'époque on écrivait beaucoup en assembleur, donc pour lui c'était une sorte d'assembleur simplifié quelque part. Mais l'avantage de ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que ça permettait aussi de pouvoir compiler le code directement depuis son interface GFA basique et de l'exécuter directement dans la machine virtuelle. Donc ça lui a facilité énormément le débugage parce qu'il écrivait quelque chose, il disait run, pouf, ça l'exécutait dans la machine virtuelle et s'il y avait un bug, il revenait, il modifiait son code, il continuait comme ça. Voilà. Mais c'était une forme d'assembleur, donc pas de langage de haut niveau. Gros travail de titan. Du coup, tu estimes à combien de temps que tu as passé pour réécrire Pour réécrire le moteur, c'est très simple, je l'ai fait cet été sur la table du mobil-home qu'on avait réservé pour les vacances. Donc avant de partir à la plage ou quand on revenait, etc. Un petit peu tous les jours, je passais 1 heure, 2 heures tous les jours. Donc j'ai dû passer 2 heures par jour sur 2 semaines peut-être, max, 2-3 heures par jour, selon les jours, ça dépend. Voilà. Donc faites le calcul, j'ai passé, je sais pas, peut-être en tout, en peaufinant et tout, peut-être une centaine d'heures, je dirais. Mais j'avais déjà, pour écrire ce talk, en fait, j'ai écrit ce talk d'après le code, parce que j'avais déjà en tête ce talk, et j'en avais déjà parlé sur YouTube d'ailleurs, hein, de cette machine virtuelle. Donc ça m'a permis de mieux comprendre les mécanismes, et après de pouvoir en tirer des slides. Donc, mais je commençais à avoir déjà une bonne connaissance du moteur. Donc après, c'est du temps à passer. Mais je l'ai fait cet été, voilà. Entre le 8 août et le 20 août, à la plage. C'était sympa. Pas d'autres questions? Sinon, je suis disponible après pour en discuter. Merci beaucoup.